Bon, ben, on va commencer. Bienvenue tout le monde. Bienvenue à la 5e édition de la présentation de l'étude de loyauté, qui est l'étude canadienne la plus complète sur la performance des programmes de fidélisation au Canada. Mon nom est Hans Laroche, je suis de R3 Marketing. Euh, pour la procédure, vous pouvez utiliser, si vous avez des questions, vous pouvez aller dans le panneau, dans la section questions et mettre vos questions. Et compte tenu qu'on a près de 200 personnes, là, on ne pourra pas répondre aux questions en temps réel, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre aux questions à la fin de la présentation, puis on pourra prendre une demi-heure s'il y a des questions. Si jamais vous avez un problème technique, vous pouvez aller dans le chat et on a une technicienne qui est là sur place qui va vous aider à résoudre votre problème technique si vous en avez un. Donc, là-dessus, je vous souhaite la bienvenue encore une fois. On peut passer à l'autre slide. Ça sera pas long. En fait, c'est ça. L'étude est, comme à chaque année, est présentée par R3 et Léger. On est une firme spécialisée, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une firme spécialisée en marketing relationnel et en fidélisation. Principalement, on développe des nouveaux programmes, on optimise des programmes existants et on fait de la modélisation financière pour évaluer la rentabilité de programmes de fidélisation, soit en amont, avant de lancer un programme, ou on l'évalue une fois qu'il est lancé pour avoir une meilleure idée de son rendement. On travaille avec la firme Léger depuis 5 ans sur l'étude. En fait, tout l'aspect, tout le terrain, tout le sondage, toutes les analyses sont faites par l'équipe de Léger. Tantôt, c'est Anne-Marie qui va vous présenter toute la méthodologie. Et là-dessus, cette année, on a un commanditaire, un nouveau partenaire avec qui on travaille, qui est la firme Dialogue Insight. Alors, je vais laisser la parole à Mathieu Nézan. Mathieu. Merci, Hans. Bonjour à tous, bon matin. Je suis effectivement Mathieu Nézan, le Dialogue Insight, directeur marketing depuis 3 semaines maintenant. Donc, je suis vraiment nouveau dans l'industrie du marketing relationnel. On est fiers de s'associer justement à cette étude, cette 5e édition. Pour ceux qui ne me connaissent pas, nous sommes une plateforme SaaS, marketing relationnel, pour aider les équipes marketing justement à évoluer dans leur acquisition, fidélisation. Donc, ça fait 20 ans qu'on fait ça. On joue dans les marchés canadiens et français pour les campagnes de personnalisation, d'automatisation multicanal. Donc, nous sommes ici aujourd'hui parce que l'engagement client est au cœur de notre roadmap d'innovation et de développement. Donc, bon webinaire. Merci, Mathieu. Donc, les principaux intervenants aujourd'hui, moi-même, Hans Laroche, il y a Paul Lafortune de R3 et il y a Anne-Marie Delille qui est directrice de recherche senior chez Léger qui va prendre la parole pour présenter justement la méthodologie de cette année. Parfait. Alors, bon matin tout le monde. Avec plaisir que je participe à ce webinaire aujourd'hui. Quelques notes méthodologiques là, pour les férus de statistiques. Donc, cette année, on a doublé notre échantillon pour justement venir avoir une meilleure analyse, une finesse plus approfondie auprès des programmes qui sont étudiés. Donc, on a cette année désormais 10 000 répondants, dont 4 000 Québécois qui ont répondu au sondage et qui ont évalué les divers programmes qui figuraient à l'étude. Donc, tout ça a été réalisé à l'aide du panel Léger qui contient plus de 400 000 membres à travers le Canada. La collecte de données a été effectuée entre le 13 septembre et le 14 octobre 2021. Et puis, bon, évidemment, comme pour les férus de statistiques, il y a des notes méthodologiques et des marges d'erreur en bas de page, mais c'est pas les choses les plus intéressantes pour aujourd'hui. Mais s'il y a des questions par rapport à ça, on pourra y revenir à la fin. Alors, dans le cadre du sondage de l'étude loyauté, les participants qui détenaient plusieurs programmes étaient sélectionnés aléatoirement pour évaluer 2 programmes qui figurent dans l'une des 11 catégories que vous voyez à l'écran présentement. Donc, les programmes de fidélisation dans les supermarchés, pharmacies, en matière de divertissement, transport, restauration, quincaillerie, alimentation spécialisée, mode et beauté, animalerie. Et on a aussi cette année un clin d'œil sur la téléphonie mobile.
Je voulais aussi vous parler du fait qu'il y a eu quelques disparus cette année, notamment le programme SO Extra dans la catégorie Essence qui a été remplacé par le programme PC Optimum. Donc, SO est maintenant dans la coalition de PC Optimum. Et puis, dans la catégorie Essence, on a aussi un nouveau joueur qui fait son entrée, qui est Ultramar Journey, qui fête bientôt sa première année d'existence, si je ne me trompe pas. Donc, entre autres, dans les disparus aussi, mis à part SO Extra, on a des programmes qui se sont dissociés de Air Miles, entre autres Rona, qui a quitté la coalition Air Miles, et puis LCBio en Ontario aussi, qui ont cessé leur collaboration avec Air Miles. Et puis, il y a quelques programmes de transport qui ont été évalués, mais pas les programmes aériens, étant donné les circonstances dans lesquelles on vit actuellement. Donc, les programmes aériens n'ont pas été évalués cette année. On avait aussi 4 nouveaux joueurs en restauration. On en reparlera plus tard dans la présentation. Donc, on a l'arrivée des programmes de restauration, surtout de Chipotle, Domino's Pizza, Pizza et Panera Bread aussi qui ont fait leur entrée dans les programmes évalués. Donc, outre ces catégories-là, évidemment, tous les programmes faisaient l'objet d'une évaluation approfondie sur plusieurs variables. Ces variables-là que vous voyez à gauche de l'écran, donc qui nous permettent de créer le score loyauté. Je vais y revenir dans les prochaines minutes. Le score loyauté et ces indices qui nous permettent de déterminer la performance et aussi de ranker les programmes entre eux, savoir quels sont les meilleurs, évidemment. Donc, outre ce score loyauté-là, on évalue la notoriété des programmes, la fréquence d'utilisation, ce qui nous permet aussi de voir combien il y a d'utilisateurs du programme à travers le Canada, le nombre de visites par mois dans le magasin et le restaurant et le montant dépensé en moyenne par visite ou par mois, la consultation des outils de communication, l'utilisation du mobile et des médias sociaux, le taux d'échange des points, évidemment, parce que tous les programmes qui sont évalués remettent des points ou des mills en termes de bonification à leurs membres. La facilité d'utilisation, d'accumuler et d'échanger des points, le NPS, le taux de satisfaction, l'importance accordée aux différents types de bonification, justement, que les consommateurs peuvent obtenir, pertinence des contenus, etc. Je pense que vous avez un petit peu compris le principe. Évidemment, ce qui est intéressant pour vous quand vous êtes un gestionnaire de programme, c'est lorsque vous achetez le rapport personnalisé, donc vous aurez un diagnostic complet de votre programme, mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est de pouvoir vous comparer aux meilleurs. Donc, vous allez voir tout à l'heure quels sont les 10 meilleurs programmes cette année, mais vous pouvez aussi vous comparer à vos compétiteurs. Donc, les programmes qui font partie de votre catégorie, vous allez avoir aussi un diagnostic sur qu'est-ce qu'ils font de bien, qu'est-ce qu'ils font de moins bien pour justement pouvoir vous comparer et améliorer votre programme. Donc, je viens aussi ensuite au score loyauté. Cette année, nous avons apporté des changements au score loyauté pour s'adapter au goût du jour. Donc, le score loyauté est toujours une combinaison de 3 piliers principaux. Donc, on a l'indice comportement qui figure depuis le début de l'étude loyauté. L'indice du comportement, c'est la capacité d'un programme à fidéliser les membres et à modifier leur comportement. Donc, on pense entre autres à un programme qui fait en sorte que j'augmente la fréquence de mes visites, que je concentre mes achats dans un commerce plutôt que chez les compétiteurs, donc la concentration des achats. Le fait de fréquenter aussi plus souvent un commerce, un détaillant plutôt qu'un autre, et puis de modifier les achats en fonction du fait de pouvoir maximiser les points obtenus dans le cadre du programme. Donc, c'est principalement les éléments qui figurent dans l'indice comportement. Vous avez aussi l'indice engagement. L'indice engagement, ça, c'est la capacité du programme à engager les membres dans le programme, faire en sorte qu'ils viennent l'utiliser plus souvent dans le détaillant. Le fait d'échanger ces points aussi, il y a certains programmes qui le font d'office à certaines fréquences, 3 mois, 1 an, etc. D'autres qui laissent plus de liberté à leurs membres, mais l'échange des points est un élément important de l'indice d'engagement. Et puis, la consultation fréquente des communications aussi, et puis la pertinence perçue des communications. On a une nouveauté cette année. Si vous vous souvenez, là, pour ceux qui sont des habitués de l'étude loyauté, nous avions auparavant l'indice recommandation. Cette année, il a été remplacé par l'indice affection. C'est un peu la cote d'amour des membres envers le programme.
on se rendait compte que cette variable-là d'affection, cette cote d'amour prenait de plus en plus d'importance auprès des consommateurs. Quand avec R3, on en parlait de comment est-ce qu'on pourrait améliorer le score loyauté, on voyait qu'il y avait un certain attachement, là, des variables très émotives conçu pour moi, fait plus que me récompenser. Ça me facilite la vie, ça me fait se sentir spécial. Donc, il y a vraiment certains éléments très, très émotifs par rapport au programme qui figurent désormais dans la composition du score loyauté. Dernière chose aussi par rapport au score loyauté cette année, on l'a indexé sur 100. Donc, vous le verrez plus tard, ceux qui performent beaucoup sont des programmes qui surperforment sur 100, donc 100 étant la moyenne, et puis les programmes les moins bons se trouvent sous la barre des 100. Donc, c'est vraiment facile en un clin d'œil lorsqu'on regarde le palmarès de voir par rapport à la moyenne ceux qui sont vraiment les meilleurs et ceux qui, malheureusement, performent un peu moins bien sur le score loyauté et qui auraient des améliorations à faire. Donc, je pense que c'est tout pour moi. Je vais laisser la parole à Hans pour la suite des choses. Non, à Paul. Non, c'est moi. C'est moi qui prends la place. Alors, bonjour pour la fortune ici. Donc, comme à chaque année, on passe à travers des éléments très importants de loyauté. Avant, je sais que vous voulez tous savoir le score du top 10 et qui performe dans chacun des secteurs, mais vous allez devoir avant subir, si vous voulez, tout ce qu'on a trouvé comme information. Quand on fait des recherches comme ça, vous savez, ce qui est intéressant, c'est en fait, c'est comme si on déballait un cadeau. Une recherche de ce genre-là, c'est plein de données, c'est plein d'informations nouvelles, des éléments qu'on pouvait pas voir arriver ou qui confirment certaines hypothèses qu'on avait faites. Donc, le premier élément qu'on a trouvé cette année dans l'étude de loyauté qui est intéressante, c'est qu'en fait, roulement de tambour. En fait, les comportements qu'on voyait en 2020 versus 2019 ou 2018, ces comportements-là semblent perdurer. Donc, autrement dit, les consommateurs font moins de visites à leurs détaillants respectifs ou dans les organisations qui ont testé, qui ont des programmes, et ils achètent plus à chacune des transactions. Donc, les clients semblent, ou les membres semblent vraiment se déplacer moins, puis quand ils se déplacent, ils achètent plus à chaque fois. Bon, c'est le premier élément. Deuxième élément, il y a des commerces qui ont fermé ou des commerces qui ne pouvaient pas être en opération au cours des années 2020-2021. Incidemment, vous voyez qu'il manque 2019. 2019, on a fait une étude sur les programmes premium sur les cartes de crédit. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas utilisé en termes de benchmarking. On passe de 2018 à 2020-2021. Donc, je reviens sur mon propos. Ça ne signifie pas que les consommateurs ont acheté moins cette année, comme vous avez pu voir dans les quincailleries. Là, je pense que tout le monde a constaté qu'on achetait plus, mais on a acheté différemment dans plusieurs secteurs. Un des endroits où on a acheté différemment, c'est les achats en ligne. On va le voir tantôt. Il y a une entreprise qui en a bénéficié beaucoup. Mais quand on achète en ligne, les études nous démontrent, entre autres, qu'il y a une diminution de la fidélisation parce qu'en fait, les gens ont plus de temps pour magasiner. L'achat en ligne est un achat qui est beaucoup plus décisif comme pattern d'achat. On sait ce qu'on cherche et en plus de ça, on a une influence du prix en général qu'on peut contrôler mieux que quand on est en magasin. Donc, on dit que l'achat en ligne cause une diminution de la fidélisation en général. Autre élément qu'on a constaté cette année, c'est, oui, ceci. On se retrouve avec un nombre beaucoup plus grand de programmes que les membres détiennent, que les consommateurs détiennent. On est passé de 10 à 13,5 cette année, ce qui est une énorme différence. Et en contrepartie de ça, on a 6,4 programmes sur les 13,5 qui ne sont pas utilisés. Donc, on va revenir à ça tantôt. Mais pourquoi est-ce qu'on a plus de programmes? Est-ce qu'on veut plus économiser? Est-ce qu'on a plus de temps pour réfléchir, faire des achats? Est-ce qu'on va shopper? Est-ce qu'on va acheter dans plusieurs catégories? Les études cette année nous disent que la majorité des consommateurs ont changé, ont expérimenté des nouveaux endroits pour acheter, des nouveaux détaillants, des nouvelles entreprises. Donc, tout ça fait en sorte que, entre autres, on s'abonne, on va chercher, on devient membre d'un nouveau programme. Et donc, on peut voir qu'il y a comme une saturation. Là. Quand on arrive à 6,4, donc on est à peu près à 40%, 45% des programmes qui sont pas utilisés, on arrive à une saturation des programmes que les consommateurs peuvent utiliser puis ils veulent s'engager envers ces programmes-là. En fait, on se retrouve à peu près au même chiffre qu'aux États-Unis, ils avaient en 2016.
en termes de pourcentage de programmes inscrits et actifs chez les consommateurs per capita. Donc, on est à peu près pareil. Ce que ça veut dire, plusieurs conséquences. Conséquence numéro un, faudrait vraiment regarder le taux d'activité qu'on trouve à avoir dans un programme précis. Taux d'activité, pourcentage des clients actifs sur les pourcentages totaux inscrits. C'est une statistique qu'on regardait peut-être peu il y a quelques années, mais maintenant, il faudrait la regarder probablement beaucoup plus, surtout par segment. Deuxième conséquence, une grande importance à donner à la stratégie qu'on appelle l'onboarding, donc le premier mois après lequel les membres se sont inscrits, comment est-ce qu'on va les bonifier pendant ce mois-là, quel genre de contenu pertinent qu'on va leur envoyer, et qu'est-ce qu'on va faire pour stimuler une deuxième transaction le plus possible chez ces clients-là rapidement, parce que aussitôt qu'on a fait plus qu'une transaction, on est beaucoup plus engagé vers un programme. Donc ça, c'est à se rappeler. Je pense que c'est important de retenir ça. Si vous avez présentement plusieurs membres qui sont inactifs, ça serait peut-être le temps de regarder puis de constater que oui, il faudrait trouver une stratégie puis une façon de leur parler et de les réactiver. Donc, si vous percevez ça dans votre programme présentement, que vous avez un pourcentage qui a grandi de clients inactifs, ben vous n'êtes pas les seuls. C'est quasiment rendu partout au Canada. Autre élément qu'on a constaté cette année, chez les clients qui sont actifs dans un programme, Anne-Marie, oui. Donc, les clients qui sont actifs dans un programme, on a à peu près les mêmes stats que l'an passé relativement aux clients qui utilisent toujours la plupart du temps un programme. On est loin des taux de 2017-2018, mais on a quand même une constance. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le new normal? C'est probablement ça qui se passe. On a perdu des commerces. On a changé la façon d'acheter, on a changé le choix de nos commerces. Donc, tout ça fait en sorte que c'est probablement la stats qu'on devrait utiliser, c'est la nouvelle normalité, ça serait 2020-2021. Sur les taux d'activité qu'on observe, le numéro 1 canadien, c'est la SAQ. Alors, vous voyez qu'on a 69% de notre total, la SAQ est à 91%. Donc, c'est le numéro 1 canadien. Le numéro 2, c'est Save on Foods, en Colombie-Britannique, qui est une chaîne de supermarchés. Qui a un programme de coalition et un programme de carte de crédit. Et le troisième, c'est Câlin de Mondou, qui a le troisième programme qui a le plus d'utilisation de son programme. En ce qui concerne, on n'a pas fait de diapo là-dessus, de slide là-dessus, mais en ce qui concerne l'échange des points en 2021 versus 2020, on est toujours au même chiffre à 30%, ce qui est encore loin de ce qu'on a observé en 2019 et 2018. Bon, le 30%, il faut faire attention, c'est un chiffre du pourcentage des clients qui disent qu'ils ont échangé au cours de l'année leur bonification, donc ce qu'ils ont cumulé. C'est pas votre taux d'échange, votre taux de rédemption total, là, parce que vous savez combien de points vous émettez, quel pourcentage reviennent à la fin de l'année, et fin de l'année, fin du mois, fin de la semaine, vous savez tout ça, comme opérateur de programme, mais c'est le nombre de clients qui disent qu'ils le font. Donc, il y a moins de clients qui semblent intéressés à échanger présentement. Ensuite de ça, une chose intéressante qu'on a trouvée, c'est quel genre d'informations est-ce que les clients, les membres sont prêts à partager avec une entreprise qui opère un programme. Donc, ce qu'on voit là-dedans, on a fait évidemment les stats de base, on pourrait nous regarder évidemment par groupe d'âge, puis dans les groupes d'âge les plus jeunes, ce qu'on constate, c'est que plus on est jeune, plus on est d'accord de partager de l'information avec le programme, à peu près tout. Et puis, par contre, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez un groupe cible, si vos membres sont jeunes, ben, ça vient avec une responsabilité. Cette responsabilité-là, c'est vraiment d'avoir de la personnalisation des offres et des contenus qui est performante. Donc, si vous avez beaucoup de jeunes qui ont embarqué dans votre programme, ça, c'est à retenir. C'est d'autant plus important parce que ils partagent l'info avec vous, mais ils s'attendent à avoir quelque chose en retour. L'autre façon de regarder ce tableau-là, c'est de constater que plus on est âgé, puis plus on est soucieux de la confidentialité des données qu'on va partager. Fait que ça aussi, c'est la contrepartie. En général, comme vous pouvez voir, ben, on accepte de partager les informations de base pour m'inscrire à un programme. Bon, on me demande mon nom, mes coordonnées, des choses de base. Bon, je réponds à un sondage sur mes goûts, mes préférences. Ça va bien. Et tout ce qui peut nous permettre d'avoir des offres ou des contenus personnalisés par la suite. Donc, mon historique d'achat, mes produits que j'ai achetés, ça, il n'y a pas vraiment de hic là-dessus. Ce qu'on n'aime pas trop partager, c'est les données des réseaux sociaux, l'historique de navigation en ligne. Ces deux informations-là sont relativement plus sensibles pour la plupart pour tous les groupes d'âge.
Donc, c'est à retenir. On est prêt à partager si on reçoit quelque chose en retour, à peu près partout. Comment est-ce qu'on aime s'identifier en magasin ou lorsqu'on fait une transaction? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, ça nous prend toujours de multiples façons de s'identifier pour une transaction. On peut pas avoir une seule façon. C'est-à-dire, on peut avoir une seule façon, mais on va voir comment la seule façon de le faire. C'est qu'en fait, ça dépend vraiment beaucoup de votre type de clientèle. On voit une carte physique, ça prend une carte physique. Évidemment, si vous avez une clientèle plus âgée, vous n'allez pas vous en tirer, ça va vous prendre ça. Mais même maintenant, ça se dirige de plus en plus vers la mobilité et pas n'importe quel genre de mobilité. Une mobilité qui va inclure de plus en plus du paiement intégré. Ça, c'est une tendance assez forte qu'on voit pointe. Ça n'existait pas avant, là maintenant, ça commence à monter. Et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, ça facilite le processus transactionnel. Plus il va y avoir de restaurants qui vont avoir des programmes, et les restaurants, la plupart du temps, le paiement, plus intégré avec la mobilité et l'identification. Donc ça devient relativement important. Donc, je vous parlais, ça dépend de votre... nous autres, les chiffres qu'on a là, 11 et 15% pour le paiement mobile, la carte de fidélité digitale. Quand on regarde programme par programme, on voit des énormes changements. Comme par exemple, chez Garage, le programme Studio de Garage de Dynamite, c'est un programme qui est destiné à des jeunes femmes, principalement. Et ce programme-là, il marche avec la mobilité. C'est ce qui fait son succès. La restauration fonctionne à peu près 100% mobilité. Si vous avez un problème de restaurant, la façon que les gens vont s'identifier, commander, précommander, recevoir de bonification et tout de suite avec un téléphone intelligent. Donc, les chiffres qui sont là, c'est la moyenne des programmes à retenir, mais ce qui compte, c'est vraiment c'est s'adapter à notre clientèle. Comment est-ce que les membres consultent en 2021 les éléments de communication d'un programme? Anne-Marie, dis-nous ça. Bien oui, c'est avec la mobilité. Donc, et en augmentation de 42 à 47%, ce qui est quand même fort. Donc, comment je consulte la communication, la bonification que j'ai cumulée, les promotions qui s'en viennent, c'est vraiment la mobilité qui prend le dessus de plus en plus. Les secteurs où la mobilité est le plus utilisée, restauration, alimentation spécialisée, Starbucks, SAQ font partie de l'alimentation spécialisée, tout ce qui est mode, tout ce qui est pétrolière, donc tous les programmes de dépanneurs et de stations-service fortement orientés avec la mobilité. Et le numéro 1 canadien, c'est Studio, le garage Dynamite. Et le numéro 2, c'est Starbucks. Donc, l'utilisation de la mobilité devient de plus en plus importante. On fait beaucoup de choses avec ça. On participe au programme. On va chercher, on reçoit toujours des avertissements. Avez-vous de télécharger vos offres cette semaine? On arrive à la caisse, on présente notre téléphone. C'est comme rendu une façon, un modus operandi assez normal de fonctionner. Comment est-ce que les membres cumulent? Comment ils font ça? Qu'est-ce qui est préféré? Hein? On pense toujours, bon, est-ce que tout le monde est comme moi? Est-ce que le monde cumule sans arrêt puis échange à la fin? C'est quoi la méthode d'échange préférée ou de cumulation préférée? En fait, on s'aperçoit que vous avez 54% des clients qui préfèrent cumuler pour atteindre un objectif précis, puis après ça, échanger ce qu'ils ont cumulé. C'est pas prépondérant plus dans un secteur qu'on a sondé qu'un autre. C'est partout à peu près pareil. Il y a un seul secteur qui n'est pas comme ça, c'est le secteur de la rénovation. Dans la rénovation, c'est le secteur le plus faible. Les gens cumulent et échangent immédiatement ce qu'ils ont reçu. Pourquoi? Probablement parce que c'est un des secteurs où les taux de générosité sont les plus bas. Et aussi parce que les matériaux ont augmenté tellement au cours de la dernière année que peut-être que les gens veulent échanger immédiatement pour épargner. Mais en général, comme vous pouvez voir, vous avez 13-15% des gens qui disent, moi, aussitôt que j'ai quelque chose, je l'échange immédiatement, mais la majorité des gens cumulent pour un objectif. Ce qui est assez surprenant, là, parce qu'en fait, oui, je peux cumuler des points, mais quel est mon objectif réellement de cumuler chez PC Optimum? Je vais me rendre à quoi? Mais beaucoup de gens, on s'aperçoit qu'ils veulent se rendre à une commande gratuite, ils veulent se rendre à un achat gratuit dans une semaine précise, à Noël ou à Pâques. Donc, c'est le genre de comportement qu'on voit. SAQ, les gens cumulent pour avoir la bouteille de leur choix, quelque chose qu'ils veulent aller chercher, qu'ils visent précisément. Donc, c'est intéressant, ça. C'est le fun de voir comment les comportements à l'intérieur des programmes pour échanger.
Autre élément qu'on voit poindre à l'horizon, c'est ce qu'on appelle la gamification, la ludification des programmes. Donc, ça fait partie pour nous de tout ce qui est engagement. Plus on utilise un programme, plus on va participer à tout ce qui est gamification, plus on va s'engager, plus on va augmenter notre score de loyauté à la fin. C'est directement lié au groupe d'âge. Vous avez un écart substantiel de 2 pour 1 entre les 18-34 puis les 55 et plus. C'est directement relié à la région aussi. C'est plus utilisé au Canada anglais qu'au Québec, ce genre d'approche-là. Mais évidemment, là, on vous présente la moyenne. Quand on regarde programme par programme, c'est substantiellement différent. Encore une fois, vous avez des programmes où la gamification est fortement utilisée, entre autres chez Starbucks, qui en fait un modus operandi, une façon vraiment d'intéresser des clients énormément à son programme. On a testé cette année 14 façons de bonifier la clientèle. Donc, qu'est-ce qui est préféré chez vos clients? Ben, c'est disponible dans un rapport personnalisé, mais qu'est-ce qui est disponible qu'est-ce que les clients préfèrent en général? Donc, dans les 14 manières de bonifier les clients, les 3 types de bonification préférés proposés de base par les programmes, c'est vraiment les points par transaction, les rabais sur des produits, des gratuités. Ça, c'est comme le ticket d'entrée au cinéma. Ça, c'est comme la base que les clients veulent avoir, veulent que leur programme leur propose. Ça, c'est la base. Après ça, on tombe dans les choses un peu plus différentes et qui vont vraiment susciter plus d'engagement de la part de la clientèle, c'est-à-dire répondre à des sondages, écrire des commentaires sur l'achat de produits qu'on vient d'acheter, participer à des expériences, participer à des expériences qui sont proposées par l'entreprise, par le programme. Donc, ça, c'est vraiment des choses qui viennent, je vous dirais, rajouter une couche sur l'importance d'un programme, parce que les points par transaction, rabais sur produits gratuités, tout le monde a ça, c'est standard. Mais les gens veulent vivre des expériences, les gens veulent vraiment avoir des informations, des contenus, beaucoup d'informations plus personnalisées qu'auparavant. Donc, et si vous êtes capable de bonifier pour ça, pour y participer, pour aller chercher ces informations-là, c'est super intéressant pour le programme. Et ça stimule énormément l'engagement. Donc, ça, c'est il y a la base, mais après ça, faut pas s'arrêter à la base, faut faire plus que la base dans notre programme. Les facteurs de succès cette année dans les programmes de fidélisation, ben, là, on vous en a mis beaucoup. Mais en fait, les 3 principaux, c'est je suis capable d'accumuler et d'échanger partout. Et ça, dans cette phrase-là, il y a beaucoup, c'est très conséquent parce qu'en fait, vous savez, c'est pas tous les programmes qui permettent d'accumuler partout. Il y a des programmes qui ont juste cumulé en magasin, il y en a que c'est en ligne, il y en a que c'est les deux, mais c'est pas tout le monde qui fait bien les deux. Donc, ça, c'est une condition de succès numéro 1. Donc, les gens, les membres redemandent que ça soit fait. Facilité d'utilisation d'utiliser la mobilité, c'est le numéro 2. Donc là, ça veut dire que si vous n'avez pas d'application mobile, il n'y a aucune façon. Je peux même pas avoir ma carte dans mon téléphone. Juste ça, là, juste la base, là, je peux pas avoir ça, ben ça devient un frein. Et puis, 3e qui se pointe le nez, c'est la confiance en la sécurité des données que vous gardez sur vos membres. Et c'est pas pour rien qu'on retrouve ça à cet endroit, le numéro 3, parce qu'en fait, on voit je vous dire, à chaque semaine, on voit 2-3 entreprises détaillants, programmes, compagnies de manufacture, peu importe, qui se font hacker. Donc, les gens ont besoin de sécurité. Je vous signale qu'en Europe, les programmes s'enlignent de plus en plus avec les lois pour devoir dire qu'est-ce qu'ils font avec les données et pourquoi les données sont cumulées. Donc, je pense que ce serait une bonne idée de penser à s'orienter de ce côté-là aussi. On a un écart prononcé à l'intérieur de ce graphique-là. On a des écarts de 15 à 40% entre la moyenne que vous voyez là puis les meilleurs programmes. Donc, vous avez vraiment des programmes qui surperforment sur certains index. Entre autres, on a 2 éléments importants qu'on regarde, nous. La générosité du programme. Puis les programmes qui sont perçus les plus généreux, c'est tout ce qui est restauration, alimentation spécialisée. À nouveau, alimentation spécialisée, pour nous, c'est SAQ, Starbucks, David's Tea. Je pense que
Je pense qu'Anne-Marie en a mis McCafé cette année là-dedans aussi parce que c'était pas encore un programme de restauration comme aux États-Unis. Et le pétrole. Donc, ça, c'est trois éléments, trois secteurs où la générosité est perçue, je vous signale, c'est une générosité perçue plus élevée. Évidemment, souvent, c'est relié, dans les deux premiers cas, aux marges brutes d'opération, donc qui sont plus élevées en restauration, alimentation spécialisée. Dans le pétrole, c'est certainement pas les marges brutes, c'est peut-être plus que les clients s'attendent à peu près rien, puis ils ont beaucoup plus que ce qu'ils attendaient, donc ils trouvent ça généreux. Un autre élément qu'on a regardé aussi qui fait partie des facteurs de succès, c'est est-ce que les clients se gâtent lorsqu'ils échangent leur bonification? Qu'est-ce qu'ils font? Puis on s'aperçoit qu'en fait, lorsque vient le temps d'échanger, est-ce que je me paye une gâterie? Est-ce que je trouve quelque chose de le fun à faire avec ce que j'ai cumulé? Et ce qu'on s'aperçoit, en fait, c'est que dans tout ce qui est alimentaire et pétrolier, tout ce qui est commerce d'usage courant, quincaillerie, et ainsi de suite, il n'y a pas de gâterie à faire, là. Les gens cumulent puis échangent contre un rabais à la caisse, puis ça finit là. Mais dans la mode, alimentation spécialisée puis restaurant, oups, les clients ont tendance à vraiment se gâter puis dire oui, moi j'achète quelque chose que j'aurais pas acheté normalement. Fait que ça, c'est à retenir. Est-ce qu'on peut développer ce feeling de je vais me gâter avec ma bonification? Probablement qu'on est capable de le faire dans tous les secteurs. Il faut juste peut-être orienter l'échange vers certains départements ou certaines catégories de produits un peu plus. Autre élément cette année qu'on a regardé, c'est les programmes premium. Donc, vous savez tous qu'un programme premium, vous vous en rappelez, n'est-ce pas? Un programme premium, c'est un programme qui, oui, Anne-Marie? Oui, merci. Donc, ce programme premium, c'est un programme qui en fait, vous payez un frais mensuel ou annuel pour en faire partie, puis vous obtenez des privilèges. Ces privilèges-là, ça peut être un peu n'importe quoi. Des fois, il y a de la livraison gratuite. Très souvent, c'est ce qui est le plus souvent demandé. Des prix, vous pouvez cumuler plus vite lorsque vous êtes membre d'un programme privilège. Vous pouvez avoir des billets gratuits au cinéma. Vous pouvez avoir donc des éléments ou des variables que vous pouvez cumuler de manière différente que les membres réguliers du programme. Et c'est de plus en plus populaire en 2021. On voit ici qu'Amazon Prime, qui fait partie de ce genre de programme-là, est rendu à 44% de membership au Canada en 2021. Donc, c'est parti de 25 à 44. C'est pas surprenant. La pandémie a vraiment causé une augmentation de ce côté-là, mais également, je vous signale que quand on est membre d'Amazon Prime, c'est rare qu'on commence à acheter moins. Fait que ça vient prendre des parts de marché un peu partout. On voit Plum de Indigo Chapters qui commence à prendre son envol à 14%, une légère augmentation chez PC Adept. PC Adept, c'est sûr qu'il faut faire attention, une légère augmentation de 2%, des fois, ça peut représenter 400 000 personnes. Fait qu'au Canada, il faut faire attention parce qu'il couvre tout le pays. Fait que faut faire attention à ça. Dans les deux cas de PC et de Plum, c'est chez les 18-34 qu'il y a la plus grande augmentation de membership. Donc, on dit que c'est des programmes de plus en plus populaires. Il y a 2 semaines, on a eu le programme Scène, qui est de Cinéplex, qui a lancé son programme Ciné Club. Si vous n'avez pas vu ça passer, c'est super intéressant. Beaucoup d'avantages, entre autres des billets gratuits, des 20% de rabais lorsque vous allez aux concessions. Donc, c'est vraiment un programme qui semble avoir été réfléchi. Il avait été testé à Edmonton, ce programme-là, et puis maintenant, il est lancé. On a aussi Kroger aux États-Unis, la chaîne numéro 1 de supermarché, qui est en test dans 4 villes américaines avec un programme premium avec 2 niveaux. Donc, pas un seul prix, mais 2 prix différents par mois avec des bénéfices différents. Donc, on en voit partout. Tout le monde réfléchit à ça. Nos dernières lectures de la semaine passée nous disent qu'aux États-Unis, vous avez 76% des clients qui paieraient pour avoir un programme premium présentement, donc 76%. Dans les catégories favorites, l'épicerie, la mode, beauté, santé, pétrole. Donc, si vous êtes dans ces secteurs-là, vous n'avez pas encore votre programme premium, il serait peut-être intéressant de le considérer. Alors, moi, j'ai fait le tour des comportements de ce qu'on a observé rapidement à vol d'oiseau cette année. Nous sommes maintenant rendus à...
Merci, Paul. En fait, on va parler rapidement de l'essence. En fait, on a fait un deep dive cette année dans les programmes d'essence parce que, en fait, il y a maintenant pratiquement toutes les pétrolières, même les pétrolières régionales, ont leur propre programme de fidélité. On a un nouveau programme qui a été lancé, comme Anne-Marie l'a dit tantôt, qui est Journey de Ultramar. Donc, on vous présente deux stats intéressantes. La première, c'est que oui, la première, c'est qu'en fait, ce qui est en fait le plus préféré, c'est de loin les rabais sur l'essence, compte tenu du coût de l'essence puis du prix pour le consommateur. En fait, aussi, ce qu'on voit, en fait, le défi de la plupart, tous les programmes ont pratiquement le même objectif. Les programmes d'essence visent à faire rentrer du monde en dépanneur. Pourquoi? Parce que ils font plus de marge en vendant des sandwichs, de la bière puis des billets de loterie qu'en vendant de l'essence. Donc, l'objectif est vraiment de faire rentrer des gens à l'intérieur. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça varie beaucoup d'un programme à l'autre. Il y a des programmes qui performent beaucoup mieux sur cette dimension-là que d'autres, mais en moyenne, il y a 2 clients sur 10, lors des visites, il y a 2 visites sur 10 où les membres de programme vont rentrer à l'intérieur du dépanneur. Donc, ce qu'on voit aussi, c'est que en fait, les bannières qui sont plus en milieu rural performent mieux sur cette dimension-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, probablement que les supermarchés sont plus loin. Il y a souvent une offre qui est plus élaborée aussi en milieu rural au niveau des dépanneurs. Donc, souvent, on voit que les programmes en milieu rural fonctionnent beaucoup mieux. Puis il y a un peu une dichotomie un peu dans les programmes. Là, en fait, il y a beaucoup de programmes qui essaient de favoriser la transaction la plus rapide, si on veut, à la caisse, donc pas à la caisse, mais à la pompe. Donc, ils vont intégrer le paiement, les points de fidélité, etc. Mais d'un autre côté, on veut faire rentrer les gens à l'intérieur. Donc, on voit qu'il y a des programmes qui réussissent bien à le faire avec des offres plus spécifiques sur des produits, des gratuités. Puis ce qu'on voit aussi, c'est que les meilleurs programmes, c'est-à-dire ceux qui réussissent à faire rentrer plus de gens à l'intérieur, offrent l'ensemble de cette bonification-là. Donc, vont offrir des rabais, vont offrir des rabais chez des partenaires, vont offrir des produits gratuits ou des rabais avec des fournisseurs à l'intérieur, puis du lave-auto gratuit. Donc, il y a une grosse différence entre la performance des programmes d'un programme à l'autre. On a regardé aussi rapidement le secteur de la téléphonie mobile. Merci Anne-Marie. C'est la première année qu'on analyse les programmes de téléphonie mobile. Puis en fait, ce qu'on a demandé aux répondants, c'est on leur a demandé, bon, quel est votre fournisseur de téléphonie mobile? Puis après ça, on leur demandait, selon vous, est-ce que votre fournisseur de téléphonie mobile offre un programme de récompense ou de rabais? Parce qu'en fait, contrairement aux autres secteurs d'activité, c'est pas des programmes avec des points, c'est plus des programmes avec des bénéfices ou des rabais, mais il n'y a pas de programme de points comme tel dans ce secteur-là. Donc, ce qu'on voit, c'est que la moyenne, c'est que parmi les compagnies ou les compagnies mobiles qui offrent un programme, il y a seulement 34% en moyenne qui perçoivent qu'ils ont un programme. Le plus élevé, c'est Fizz, qui fait le meilleur job, qui a vraiment défini son programme, puis qui en a fait la publicité, puis qui, en fait, je dirais que le gros de son relationnel est basé sur son programme. Il y a 78% des abonnés qui sont conscients qui ont un programme de fidélité, et 33% pour Fido, 23% pour TELUS, puis aussi 50% pour Virgin, qui en a fait aussi son cheval de bataille pendant plusieurs années, aussi en mettant de l'emphase en publicité. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est pas vraiment, c'est une industrie qui tarde à développer une approche relationnelle plus forte, puis les programmes sont pas perçus comme étant une vraie valeur ajoutée, contrairement aux États-Unis, où les programmes ou les fournisseurs de téléphonie mobile aux États-Unis ont des programmes très clairs et très performants, dû au fait qu'il y a beaucoup plus de compétition, puis qu'en fait, même parmi les joueurs les plus performants en téléphonie mobile aux États-Unis, on parle d'à peu près 25% de clients qui sont fidèles année après année. Donc, c'est la raison pour laquelle ces programmes-là aux États-Unis deviennent des outils de différenciation.
Si on regarde maintenant les préférences pour le mobile, en fait, bon, c'est vraiment les crédits sur le compte, donc des rabais en dollars, des produits gratuits de partenaires, des minutes non utilisées qui sont transférables, comme dans le cas de Fizz, qui offre ce bénéfice-là, des rabais chez des partenaires, des minutes additionnelles gratuites aussi qui sont offertes. Fizz fait bien ça aussi, puis des concours exclusifs. Donc, c'est les principaux bénéfices. Donc, le plus important, c'est toujours les rabais, évidemment, sur le compte. Donc, on est rendu à parler des meilleurs programmes, donc globalement. Donc, on va rentrer dans les meilleurs programmes sur le score de loyauté, mais aussi on va le regarder par catégorie, par type, par pilier. Donc, le 10e, c'est Métro et moi. Métro est toujours, depuis qu'on fait l'étude, Métro est toujours dans le top 10. Cette année, ils ont baissé un peu, on va voir pourquoi. Le 9e programme, CPC Optimum pour l'essence. Le 4e, le 8e, c'est-à-dire, excusez, SAQ Inspire, pas de surprise encore, SAQ performe très bien, surtout en termes d'engagement et en termes aussi d'affection. Le 7e, Domino's Pizza. Domino's Pizza, Irving Récompense. Irving Récompense, à ne pas confondre avec Irving, le programme Air Miles. Le programme Irving Récompense est offert au Québec et en Ontario, tandis que le programme Irving Air Miles est offert dans les Maritimes. En 5e rang, Starbucks, il n'y a pas de surprise là non plus. Si on continue, le 4e, Milliplein de Eco, qui est un programme d'essence en milieu régional. Après ça, on a le 3e, qui est PC Optimum de l'Oblast. Encore là, pas de surprise. Anne-Marie va nous donner le 2e, qui est Proxy de Arnois, qui est encore un programme d'essence en milieu, en région, et qui a été revampé complètement cette année. Et le premier, cette année, c'est Chipotle Rewards, donc un programme de restauration qui vient de rentrer au Canada. Pas vraiment de surprise, en fait, ce programme-là est probablement un des 2 ou 3 meilleurs programmes de restauration aux États-Unis en fidélité. Ce qu'il faut retenir, c'est que, encore là, comme Anne-Marie vous l'avez dit, le score moyen, donc un score de 100, veut dire que c'est la moyenne de l'ensemble des programmes étudiés. Donc, sur tous les programmes étudiés, ça varie entre 143 et 57 de score. Donc, vous voyez qu'il y a un écart important entre les programmes qui performent et les programmes qui ne performent pas. Donc, si vous êtes à 100 puis autour de 100, vous êtes dans la moyenne. Si vous êtes en haut, donc vous sous-performez. Donc, ce qui fait que certains programmes ont baissé, comme Métro, c'est pas nécessairement que leur performance a baissé, c'est qu'on a une nouvelle catégorie qui est la restauration, qui a des nouveaux joueurs, donc qui amène, puis ces programmes-là performent très bien. Ce qui est vraiment intéressant pour les différents programmes, c'est vraiment de se comparer à leurs principaux compétiteurs, mais ça vous donne quand même une idée des meilleurs programmes là, au Canada actuellement. Donc, les programmes d'essence, ça fait 2 ans que les programmes d'essence performent très bien. Puis, ce qu'on voit aussi, c'est que les programmes, il semble y avoir un attachement émotif aussi aux programmes en région. Tu sais, les gens qui sont dans l'Anaudière, bon, Arnois est une compagnie locale qui est connue, etc. La même chose pour Milliplein, qui est une famille aussi, qui est locale aussi. Donc, il semble y avoir une cote d'amour plus élevée pour ces programmes-là que des programmes comme Petro-Point de Petro-Canada, par exemple. Si on le regarde maintenant par indice ou par pilier, donc les programmes qui ont une plus forte capacité à modifier les comportements d'achat, Chipotle Rewards le fait bien au niveau de la restauration. Proxy et Milliplein sont les programmes qui suivent là, au niveau de l'essence. En termes d'engagement, il n'y a pas de surprise. En termes d'engagement, je vous dirais que la SAQ puis Métro, c'est des programmes, c'est probablement les programmes parmi les programmes les plus personnalisés en termes d'offres et de contenu.
et c'est des programmes aussi qui ont une cote d'affection élevée. Donc, mais au niveau de l'engagement, c'est vraiment les programmes avec câlin qui sortent le plus fort, là. Les gens sont engagés, utilisent les outils, lisent les contenus, suivent le programme sur les médias sociaux. Donc, c'est des programmes année après année qui performent relativement bien sur cette dimension-là. Sur notre nouvelle dimension, ben, les programmes qui performent le mieux, c'est Chipotle, c'est Irving Récompense et Proxy dans l'essence. Donc, et en fait, dans l'essence, une des raisons en fait pour laquelle les programmes d'essence performent relativement bien, c'est probablement le fait que c'est un produit qui est entièrement non différencié. Donc, le programme de fidélité devient l'outil de différenciation. En fait, moi, je me souviens, il y a presque 30 ans, lorsque Shell a été le premier à développer son programme de fidélité, qui était Hermès, ils ont eu énormément de succès à se différencier de leurs compétiteurs puis à lécher des parts de marché à l'époque. Aujourd'hui, toutes les bannières d'essence, ou pratiquement toutes les bannières d'essence, même les plus petites bannières comme Eco, Milliplein, comme Arnois, ont leur programme de fidélité parce que ça devient un incontournable dans cette industrie-là. Si on regarde maintenant par catégorie, donc les programmes qui performent le mieux par différentes catégories, dans les supermarchés, ben, il n'y a pas de surprise. Là, chaque année, c'est PC Optimum qui domine, suivi de près par Métro. Il y a en fait le score dans les supermarchés pour PC Optimum est autour de 130, pour Métro est autour de 112, 116, donc il n'y a pas une grosse différence. Par contre, lorsqu'on arrive au troisième, autant dans les supermarchés qu'en pharmacie, ça tombe. Donc, puis ce qu'on voit, c'est que tous les programmes de coalition avec Air Miles, peu importe la catégorie, tous le score est autour de 100. Donc, ils sont dans la moyenne. Donc, c'est pas des programmes qui sous-performent, mais c'est pas des programmes qui performent mieux que la moyenne non plus. Donc, au niveau de l'essence, pas de surprise, là, Arnois, Milliplein et Irving. Au niveau de l'alimentation spécialisée, Starbucks, qui est à chaque année là, SAQ Inspire, et cette année, McCafé, qui a aussi retravaillé son programme pour ajouter des offres de produits et qui se dirige de plus en plus vers un programme qui va se rapprocher plus de la restauration. Probablement que l'année prochaine, il va se retrouver dans la catégorie restauration, parce que maintenant, ils commencent à développer des offres, là, pas uniquement sur le café, mais sur l'ensemble des produits. Puis les gens vont être bonifiés sur l'ensemble des produits. Donc, si on regarde les autres catégories, la catégorie de divertissement, il faut faire attention parce que c'est assez large. Là, on parle de cinéma, on parle d'articles pour les artistes, on parle de livres. Donc, ça varie beaucoup. En restauration, Chipotle Reward, Domino's Pizza et le troisième qui est Fidélité Team. Et dans le domaine de la mode et beauté, ben, encore une fois, Sephora est toujours celui qui performe le mieux. Sephora, pour votre information, là, est au 16e rang en termes du score de loyauté. Donc, il a baissé un peu dû au fait qu'on a des nouveaux joueurs, puis qu'il y a certaines catégories aussi qui n'étaient pas présentes dans le top 10. Donc, mais Sephora est toujours parmi les programmes qui performent bien. Dynamite Studio est le deuxième, puis le programme de Love Your Body qui fait que ça, donc c'est pas Lush, mais Body Shop, en fait. Body Shop, en fait, qui est troisième. Donc, on a regardé aussi, puis on va voir tantôt que c'est cette dimension-là, en fait, on voit que c'est une dimension qui est de plus en plus importante. Le fait d'avoir des contenus personnalisés, le fait d'avoir des offres personnalisées devient de plus en plus important. Puis cette année, on voit qu'il y a une corrélation directe entre le fait que la perception des contenus, la pertinence des contenus et les changements de comportement. Donc, sur cette dimension-là, le programme dans le domaine de l'alimentaire qui fait la meilleure job, c'est PC Optimum. En restauration, c'est Chipotle. Pour la pharmacie, je vous dirais qu'on est à égalité entre Family Plus et Pharmaprix. Dans l'essence,
c'est Irving Récompense. Dans le divertissement, c'est les desserts, mais en alimentation spécialisée, c'est toujours au niveau de la pertinence des contenus, puis la personnalisation, c'est toujours évidemment la SAQ. Donc, la question qu'on posait, c'est le programme me propose des contenus personnalisés, textes, vidéos, articles spécifiques et pertinents pour moi. Donc, cette dimension-là, vraiment, on le voit cette année, là, depuis 2 ans, la dimension de la personnalisation des contenus devient de plus en plus importante pour les programmes. L'autre élément qui est toujours important, c'est l'élément de générosité. Donc, encore une fois, si on regarde chacun des programmes par catégorie, Chipotle domine, dans l'essence, c'est Proxy. L'alimentation spécialisée, c'est Starbucks. En supermarché, c'est PC Optimum, puis en pharmacie, c'est Family Prix. Et ce qu'on voit aussi, c'est que dépendamment des catégories, il y a des gros écarts entre le premier, le deuxième et le troisième. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que on voit ici, évidemment, dans les supermarchés et pharmacies, PC Optimum qui domine en termes de générosité dans les 2 cas. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les programmes de coalition privée sont toujours perçus comme étant plus généreux. Pourquoi? Parce qu'il y a des accélérateurs. Vous accumulez plus vite parce que vous accumulez dans différentes bannières. Donc, vous pouvez changer vos points PC Optimum chez Provigo ou Loblaws, mais vous avez accumulé en pharmacie puis vous avez accumulé en essence. Donc, ça va plus vite. En plus de ça, ils ont d'autres éléments qui favorisent l'accélération. Ils ont des cartes de crédit co-brand qui fait qu'on accumule plus vite. Et aussi, ils ont des programmes premium. Comme Paul le parlait tantôt, il y a PC Insider ou PC Adept qui fait que vous augmentez encore plus vite l'accumulation de points. Donc, c'est normal que les programmes de coalition privée performent beaucoup mieux sur cette dimension-là. Donc, si on regarde après ça, bon, en termes de conclusion, donc les principales, ce qu'on retient cette année, c'est que bon, les programmes d'essence se raffinent de plus en plus. On voit que des programmes qui sont maintenant, qui utilisent différents types de bonification, qui utilisent du contenu, qui essaient de faire entrer les gens en magasin. Il y a de plus en plus de programmes de restauration. Là, on en a vu 3, mais on a évalué aussi Archibald, le Club Cage, la Cage au Sport et Cora, donc plein de programmes. Et on voit que de plus en plus, c'est un élément important de la stratégie des détaillants en restauration. Année après année, SAQ INSP, Métro et moi, PC Optimum et Starbucks sont toujours dans le top 10. Ça ne change pas. Ce qu'on voit, c'est que les stratégies relationnelles des fournisseurs de téléphonie mobile sont à revoir. Là, les gens ne perçoivent pas la valeur, ne perçoivent même pas qu'il y a un programme. Donc, n'en perçoivent pas la valeur, évidemment. Ce qu'on voit, c'est que les programmes de fidélisation sont mis à l'épreuve par les changements de comportement, comme Paul en a parlé. Les gens ont plus de cartes, il y a plus de programmes, les gens utilisent moins leurs cartes, les gens présentent moins leurs cartes, ce qui fait que je pense que les changements de comportement, la COVID fait en sorte que les programmes sont mis, on voit que les programmes on est rendu à maturité dans cette industrie-là, puis ce qu'on risque de voir dans les prochains mois, prochaines années, c'est que les programmes qui vont être le plus performants vont être les programmes là, qui vont demeurer performants. C'est ceux qui vont vraiment s'adapter, qui vont rajouter du contenu, qui vont rajouter des stratégies d'engagement et qui ne seront pas juste reliés à l'émission de points sur le total de la facture ou à faire des promotions sur des points. Autre chose qu'on voit, c'est que on peut changer. Ça, en fait, il y a 2 conditions de base pour favoriser la concentration des achats. Donc, cette année, c'est la première année qu'on voit qu'il y a deux éléments qui sont très fortement corrélés au changement de comportement. C'est des choses qu'intuitivement, on savait, mais là, c'est qu'on vient de le mesurer statistiquement. C'est ça qui est intéressant, c'est que, le premier élément, le plus fort, c'est la personnalisation des contenus. Et ça, c'est relativement nouveau depuis 2 ans. Donc, ce qui fait en sorte que les gens modifient leur comportement, c'est-à-dire vont concentrer davantage auprès d'un détaillant, c'est toute la personnalisation des contenus. L'autre élément, c'est la générosité perçue.
Donc, ça devient important pour les programmes de comparer la générosité perçue de leur programme versus leurs principaux compétiteurs. Donc, c'est vraiment deux facteurs qu'il faut regarder de façon plus précise. On voit lorsqu'on regarde les changements de comportement puis la performance des programmes sur le changement de comportement, il y a une démarcation très claire entre les programmes qui utilisent les données, c'est-à-dire qui vont produire du contenu plus spécialisé, plus adapté, plus personnalisé, versus les programmes qui se limitent à offrir des points puis à faire des promotions pour faire acheter plus. Donc, la notion de contenu devient de plus en plus importante. Et ça, cette année, c'est la corrélation, c'est des facteurs de corrélation qui sont très élevés, puis les deux sont autour de 7 sur 10. Donc, c'est très élevé là, comme corrélation face à l'indice de comportement. Donc, si on continue, donc la générosité, je pense que c'est important pour les programmes d'être en mesure d'évaluer la générosité par rapport au programme aux programmes de leurs compétiteurs. La capacité de bien connaître les clients, de personnaliser les contenus, c'est plus un luxe. C'est plus quelque chose que seulement les bons programmes doivent faire. Tous les programmes doivent faire ça pour personnaliser les contenus. Comme Paul l'a mentionné aussi, les programmes premium ont la cote. Et ce qu'on voit depuis 2 ans, c'est que ces programmes-là sont beaucoup plus efficaces à augmenter le share of wallet des membres. Donc, les gens qui embarquent là-dedans, dans ces programmes-là, vont augmenter la fréquence d'achat, vont augmenter leur panier moyen et en plus, vont générer des revenus récurrents à tous les mois, à toutes les années auprès du programme. Donc, ça devient non seulement un élément qui est très rentable pour le détaillant ou pour la marque, mais ça devient un outil de fidélisation aussi qui est très important. Et comme Paul l'a mentionné, je pense que c'est 76% des clients de programmes qui désirent avoir un programme premium. Donc, voilà, ça termine la présentation. On va prendre quelques minutes pour les questions. Si jamais, pour ceux qui sont intéressés à obtenir un rapport personnalisé, comme à chaque année, toute entreprise, toute marque ou tout programme peut acheter un programme, un rapport personnalisé de son programme. Ça donne, comme Anne-Marie l'a dit au départ, là, il y a une vingtaine de variables sur lesquelles votre programme est comparé non seulement aux meilleurs, mais aussi à vos principaux compétiteurs. Donc, beaucoup d'informations. Si ça vous intéresse, vous avez juste à nous contacter là, suite à soit Anne-Marie ou soit moi, suite à la conférence. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci. On va passer à une période de questions. S'il y a des questions, on va aller voir. Si vous voulez, je vais regarder au niveau des questions. Bonjour, ma présentation. Oui, c'est possible. Est-il possible de savoir combien de programmes sont évalués par secteur? Oui, en fait, oui, on pourrait vous le dire. Ça dépend des secteurs. Évidemment qu'il y a des secteurs où il y en a 7, 8. Il y a des secteurs comme, par exemple, le divertissement où il y en a peu, 3, 4, mais ça varie d'une catégorie à l'autre. En fait, tu peux nous envoyer. S'il y a un secteur en particulier qui t'intéresse, juste nous demander lequel, on va pouvoir te dire quels sont les programmes qui ont été évalués dans ce secteur-là. On a autour de 70 programmes, Anne-Marie, qu'on a évalués cette année, ce qui est notre record. Mais évidemment, quand on fait, nous autres, l'inventaire des programmes existants, on fait le tour de tous les secteurs au Canada, puis on regarde ce qui est nouveau, ce qui a débarqué, ce qui est embarqué. Comme cette année, vous savez que LCBO en Ontario a quitté Hermès, mais tout indique qu'ils vont avoir leur propre programme aussi, un peu comme la SAQ par la suite. Donc, il y a des rumeurs où je suis peut-être même lancé. Mais donc, il y a des changements qui se passent toujours. Il y a des rotations de programmes qu'on voit. Mais à retenir qu'on a quand même doublé l'échantillonnage cette année. Donc, on a beaucoup plus de répondants pour chacun des programmes. C'est ça qui est intéressant. On avait une autre question. Est-ce qu'il y a des programmes qui performent dans le domaine du tourisme? Mais on n'a pas analysé
Et on n'a pas fait les hôtels, on n'a pas fait les compagnies aériennes, là, compte tenu qu'ils ont été fermés pour une bonne partie de l'année. Donc, cette année, on n'a pas fait ce secteur-là. Il y en a qui, est-ce que l'autre question, est-ce qu'on va pouvoir avoir une copie de la présentation? En fait, il y a c'est pas une copie du deck qui va être disponible, c'est un rapport sommaire qui va être envoyé à tous les participants là, dans les prochains jours, la prochaine semaine, pour qui reprend les faits saillants en fait de l'étude. On a une question sur qu'est-ce qu'on pense du programme Triangle de Canadian Tire. Ben écoutez, si on est pour en parler, on va en parler. Le programme de Canadian Tire cette année, il score en bas de 100. Okay, son score de loyauté, de mémoire, il est en bas de 100. Une des raisons qui vient grever ce programme-là, c'est vraiment la générosité du programme qui est faible. Donc, et ça, c'est des commentaires qu'on reçoit de la part des clients, qu'on voit au niveau du sondage. Les bannières qui utilisent le programme, parce que vous savez, c'est un programme de coalition privée, les bannières qui utilisent le programme comme l'Équipeur, Marks, vous avez Sport Expert, vous avez Atmosphère, donc vous avez beaucoup de bannières qui l'utilisent, ont plus de succès au niveau perceptuel de la part des clients qui sont membres. Ils aiment plus, ils trouvent que le programme est bon pour eux autres que Canadian Tire comme tel, comme entité, le gros commerce qu'on voit sur le coin de la rue. Fait que ça, il y a une grande différence entre les deux au niveau perceptuel. Mais en général, la générosité vient un peu torpiller les résultats du programme. Oui, une autre question. Est-ce que les personnes plus âgées ont cette même tendance à utiliser leur, je vois pas la suite, là. Leur mobile. Leur mobile, en fait, non. Non, mais en fait, on voit quand même que lorsqu'on parle de personnes âgées, il faut faire attention, mais même dans le groupe, on voit qu'il y a une augmentation dans le groupe là, de 45-50 ans, mais c'est sûr que lorsqu'on va en haut de 55-60, on ne voit pas une augmentation de l'utilisation du mobile. Moi, je me trompe pas, là, mais non, c'est comme ça partout en général. Ce que les personnes dans le groupe 55 plus vont faire, c'est présenter leur carte ou leur carte électronique sur le téléphone pour effectuer une transaction. Ce qu'ils vont moins faire, c'est aller consulter les communications et ainsi de suite. Donc, quand on utilise un mobile, quand on dit qu'on consulte, ça veut dire que souvent, ou bien on est dans le magasin, ou on n'est pas loin de l'être. On est dans un processus d'achat. Fait que ça, c'est pas une façon dont les personnes 55 plus vont opérer nécessairement. Une note ici de Fabienne qui nous dit que LCBO va s'associer à Air Canada au programme de fidélisation Aéroplan en fin 2021. Donc, ça, c'est comme d'ici 30 jours. Fait que merci Fabienne pour ton information. En passant, juste une note par rapport à Aéroplan pour le volet détail. En fait, il y a de moins en moins de joueurs. Cette année, on a, je pense, c'est Home Hardware qu'on a évalué dans le domaine de la quincaillerie, qui est un des seuls grands détaillants là, qui reste avec Aéroplan. Donc, on n'a pas beaucoup d'autres programmes, mais là, ça, il semble-t-il que le LCBO va se joindre à Air Canada l'année prochaine. Puis comme Anne-Marie disait, on n'a pas évalué l'année passée, on avait Porter, on avait WestJet, on avait Air Canada Aéroplan dans les évaluations, mais cette année, on les a simplement pas évalués parce qu'on se disait, on va évaluer Home Hardware parce que c'est une quincaillerie, mais on n'a pas évalué le programme Aéroplan comme tel ou les compagnies aériennes parce que ça aurait été une punition de faire ça. Fait qu'on a préféré pas avoir de score que d'avoir un score qui était pour être très, très, très mauvais où les clients ne pouvaient même pas sortir leur carte et utiliser la bonification. Il y a une autre question. Est-ce que l'étude mentionne le meilleur programme de téléphonie mobile? Ben, en fait, cette année, on a juste fait un survol rapide on n'a pas passé l'ensemble des questions, les 30 ou 25 questions pour les programmes de mobilité. Mais ce qu'on voit, c'est que le programme qui performe le mieux actuellement d'un point de vue relationnel, récompense, c'est Fizz de Vidéotron, qui a été bâti vraiment là, qui repose sur des offres et puis des bénéfices. Donc, actuellement, c'est celui qui performe le mieux. Par contre, on n'a pas mesuré si le taux de rétention de ce programme-là est meilleur que les autres programmes. Mais l'année prochaine, probablement qu'on va rajouter plusieurs questions sur cette catégorie-là parce qu'il semble y avoir un intérêt là, pour aller plus en détail dans cette catégorie-là.
Je pense que ça fait... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je pense que ça fait le tour des questions. Je pense qu'on peut terminer. Merci beaucoup.